Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et cette semaine on se retrouve pour parler de nouveau aliens et ovnis avec l'une de mes histoires préférées concernant ce domaine. En 1977, les habitants de Colares se feront attaquer par des ovnis. Alors déjà, cette vidéo elle est absolument pas comme les autres. Vous allez voir, elle est complète avec beaucoup d'informations, mais elle va avoir une partie 2 la semaine prochaine. Mais attention, je pense que la partie 1 va clairement vous intéresser de dingue. Commençons par quelques faits géographiques. Colares est une petite île qui se situe sur la côte atlantique du Brésil, au nord, comptant environ 2000 habitants. Nous sommes en 1977 quand les habitants de cette petite île vont commencer à observer des lumières un petit peu étranges dans le ciel, mais jusque-là, rien de bien inquiétant. La spécificité de ces ovnis, c'est notamment le fait qu'ils ont été observés par plusieurs témoins, et donc décrits par plusieurs personnes, ce qui nous amène à avoir plusieurs dessins de ce à quoi ils peuvent ressembler. Néanmoins, d'après les témoins, ils auraient des spécificités et des utilités tout à fait différentes. Certains auraient la capacité, selon eux, d'abriter d'autres engins à l'intérieur, et d'autres ressembleraient plutôt à des fonctions de sonde, ou plutôt ce genre de choses, histoire d'avoir plus d'informations sur ce qui les entoure. Mais il y en a un parmi tout cela qui aurait un comportement bien particulier. Les habitants vont prendre l'habitude d'appeler ces fameux objets ou ces fameuses lumières par un petit nom, les Chupa Chupa. Ça a beau être un nom super mignon, on va pas se mentir, très vite c'est quand même un climat de terreur qui va s'installer. On va directement rentrer dans le vif du sujet en s'attaquant à l'élément qui rend cette histoire incroyable. On avait déjà par le passé étudié une histoire où un ovni fonçait sur une voiture et un conducteur. Mais là cette fois, on parle pas de ça, mais bien d'un sniper. En réalité, ce qui va se passer, c'est que ce fameux objet va déclencher une sorte de lumière qui va aller directement vers des humains ou des animaux. Une lumière blanche, boum, sniper. Ce n'est pas uniquement une lumière, étant donné qu'il y a des conséquences médicales qui sont pour les moins graves, des maux de tête, des douleurs thoraciques, ou encore des sortes de petites lésions. Pour le médecin de l'île en charge de la santé des témoins, ça ressemblerait fortement à des radiations. Mais ce n'est pas tout, cette blessure, d'un côté rouge vif faisant un petit peu brûlure, va changer de couleur pour aller progressivement vers un noir foncé. Bien entendu, les poils sur cette zone-là, s'il y en avait, vont complètement être éradiqués. D'autant plus que quand la blessure va passer au noir, on va pouvoir observer des traces de piqûres dans la lésion. Et plus aucun poil ne repoussera sur cette zone, quelle qu'elle soit. Ce qui est à noter, c'est qu'au bout de 2 semaines, généralement, les symptômes disparaissent et du coup la personne peut retrouver son rythme de vie normal. Ça, c'est en généralité parce que malheureusement, il y a 2 personnes qui en sont mortes. Et ça dans un temps très court, seulement quelques heures après avoir été touchés, ils vont malheureusement partir. Les victimes qui peuvent témoigner de cet événement vont expliquer et observer un rayon lumineux de 7 à 8 cm de diamètre les toucher. Elles expliquent autre chose, ce n'est pas la lumière qui vient à elles ou elles qui vont vers la lumière, mais bien comme si elle était déclenchée directement sur la victime. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un rayon laser continu qui va se déplacer jusqu'à toucher sa cible. Non, ça ressemblerait plutôt à un tir laser directement sur sa cible. Ça ne loupe pas et ça touche directement. Ça reste continu une fois que ça a touché pendant quelques minutes, et ça viendrait visiblement de l'objet dans le ciel présent au même moment. Et ça, le docteur va le remarquer également sur des animaux. Mais il y aurait une différence avec une sorte d'idée d'évolution. Les témoins qui ont pu observer des animaux se faire toucher par cette même lumière vont expliquer que c'est pas pareil. En réalité, les animaux iraient et seraient attirés par cette lumière-là. Sachant qu'au moment où les animaux sont touchés, donc attirés vers cette lumière, j'insiste bien sur le mot attiré, aucun humain n'a encore été touché. Voilà pourquoi à mon sens, il y aurait une idée d'évolution. Si les bêtes pouvaient aller vers ce rayon, cela sous-entend donc que le rayon était constant à ce moment-là. C'est un petit peu comme si l'être qui était derrière, ou la chose, ou la machine qui était derrière tout ça, cherchait à essayer de mettre au point quelque chose. Cherchait à s'entraîner d'abord sur des animaux, avant ensuite d'essayer ça sur nous. Mais alors, pourquoi et dans quel but? Là est la question. Personnellement, autre chose m'a énormément intéressé, c'est le côté des témoins qui peuvent décrire ce qu'ils ont ressenti au moment où ils ont été touchés. C'est-à-dire une sorte de paralysie totale, à part regarder ce qui se passait, ils ne pouvaient rien faire, ni même rien dire. En plus de ça, la sensation qu'ils ressentent, c'est un petit peu comme si on venait leur écraser un mégot au niveau de la zone qui est touchée. La petite précision qui est quand même importante, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas touchés au même endroit.
Les femmes, ça va être principalement basé sur la poitrine et les bras, et les hommes, ce serait plutôt sur les cuisses. Déjà là, la vidéo elle commence avec du très lourd, mais c'est loin d'être fini. Bien sûr, tout ça ne peut pas se passer librement sans que l'armée soit prévenue et intervienne. C'est donc ce qui va se passer. L'armée brésilienne va venir sur place et va notamment faire des patrouilles dans les airs et ouvrir une enquête sur ce qui peut se passer sur place. Le capitaine en charge de cette histoire va lui également être témoin de certaines choses et révéler bien entendu que le dossier étant complètement secret, il ne peut pas en parler, hormis quelques petits détails qu'il laisse fuiter allègrement. Il nous apprend notamment que pour leur mission, ils avaient avec eux un matériel très spécifique pour photographier, filmer ou capter de manière sonore tout un tas de choses pouvant être en lien avec les observations décrites par les habitants. Il ira même plus loin en expliquant que pour tout ce qui est photographie, certaines photos devraient exister, mais qu'elles étaient très compliquées à prendre étant donné qu'ils avaient des téléobjectifs et que l'objet était en mouvement. C'est tout ce que nous savons de leur part pour le moment. Donc oui, l'armée elle est présente sur place, mais finalement, à part ces petits détails, on n'apprend rien de plus a priori sur ce qu'elle a pu faire là-bas et ce qu'elle a pu nous apporter. Par contre, et là c'est très intéressant, une personne travaillant à la centrale nucléaire de Para va elle témoigner de certaines choses. Alors, elle n'est pas témoin d'observation ou de quoi que ce soit, elle dit qu'elle n'a jamais rien vu survoler cette fameuse station. Néanmoins, elle explique que plusieurs fois dans cette année de 1977, les paratonnerres auraient grillé ainsi que des fusibles de la centrale, et ça sans explication apparente. Notons également que les observations se font généralement entre 18 et 19 heures. Voilà, là on a déjà une belle base de l'histoire avec pas mal d'informations et de détails. Mais allons encore plus loin avec deux cas bien précis. Deux cas nous expliquant qu'ils auraient été en contact avec au moins une espèce que nous ne connaissons absolument pas. Le 17 juillet 1977, un homme, João Batista Souza, va souffrir d'insomnie et décider du coup de se faire une balade un petit peu avant l'aube dans son terrain. Bon, jusque-là, il n'y a pas mort d'homme, hein. Il a le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est là qu'il va pouvoir observer, dans la nuit encore présente, une sorte de boule de feu selon ses mots, au bout de son jardin, à quelques dizaines de mètres. Cette fameuse orbe va décider d'essayer de se poser. Effrayé, il va se cacher derrière un buisson et attendre patiemment de voir ce que peut faire cet objet, jusqu'au moment où une porte va se dessiner, puis s'ouvrir. Une fois la porte ouverte, un petit être de à peu près 1 mètre va sortir de cet engin avec une petite lanterne violette, observer rapidement les alentours, puis remonter à l'intérieur de l'engin pour repartir. Et à ce moment-là, tout le monde va penser aux petits gris, qui sont des êtres hypothétiques, faisant environ 1 mètre, voire un peu plus, et souvent du coup gris. Donc ils sont petits et gris, d'où le nom. Mais cette fois, c'est tout à fait différent, étant donné que ce fameux être aurait été entièrement poilu, un petit peu comme un Chewbacca miniature ou un Ewok. Une deuxième observation aura lieu cette fois en novembre, un conducteur qui rentre chez lui va pouvoir observer une sorte de chapeau de paille d'après ses mots, donc en fait une sorte d'ovni cylindrique, se poser derrière les arbres. Il imagine qu'il se pose, en tout cas il descend dans les arbres. Là où l'histoire est pas tout à fait complète, c'est que je sais pas si le témoin s'arrête sur le bas-côté pour observer ce qui se passe, ou s'il continue sa route mais à faible allure. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir observer un grand homme blond, mais vraiment très grand d'après lui, sortir de la direction d'où cet engin pourrait provenir, à se diriger directement vers sa voiture. Leurs regards se croisent, ce fameux très grand homme blond va plonger son regard dans celui de notre conducteur, et lui va être complètement effrayé et se mettre à pleurer. Cet homme, ce très grand homme blond, va faire le tour de la voiture, regarder rapidement la plaque, puis repartir de là d'où il vient. Voilà où se termine cette première partie concernant ce sujet de l'affaire Colares. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas déjà énormément d'informations, et la semaine prochaine, on va rentrer encore plus dans les témoignages et les détails. Mais alors qui était cet homme? Était-ce un alien? On sait pas, et je me plais à penser que ça pourrait très bien être un voyageur temporel si j'avais envie de rêver un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est juste qu'il avait un comportement très bizarre, si on oublie le phénomène d'une soucoupe qui se pose derrière les arbres, on sait pas ce qu'il faisait là, mais il était peut-être simplement comme vous et moi, mais juste il était sous substance ou on sait pas ce qui a pu se passer, mais néanmoins, c'était peut-être pas un alien. Ça, on a le droit de le dire. En tout cas, cette histoire, elle est incroyable, elle me fait encore aujourd'hui rêver, et vu tout ce qui vous attend la semaine prochaine, croyez-moi, elle va encore grandir en termes de suspense. J'attends avec impatience vos retours en commentaire, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. Ciao tout le monde, bye.